toutes et à tous. Bienvenue à la CP, bienvenue aussi mon collègue Omar Amrit. Et il est venu ce soir pour sa deuxième conférence, donc c'est une suite, c'est un deuxième cours d'histoire. La première conférence c'était les Berbères à l'époque carthaginoise et ce soir les Berbères à l'époque romaine. Voilà, tout de suite je lui donne la parole. Juste une remarque, n'oubliez pas d'éteindre vos portables et les rallumer à la fin de la séance. Merci beaucoup, à toi la parole. Merci Blaise. Bonsoir à tous. Et puis encore une fois, je remercie la CB de me donner l'occasion pour parler de l'histoire des Berbères. La conférence d'aujourd'hui est un peu ambitieuse, car il faut mettre pas moins de 6 siècles, voire plus, dans 1 heure ou 52 minutes. En partant de Jugurtha à la chute de l'Empire romain d'Occident, en 400... Ah oui, j'ai un problème de micro. Il est trop fort. Très bien. Car il faut mettre pas moins de 6 siècles dans 1 heure, en partant de Jugurtha à la chute de l'Empire romain d'Occident, en 476. L'occupation pendant presque 1 siècle de l'Est de l'Afrique du Nord par les Vandales, ce peuple venu de Germanie, l'arrivée des Byzantins, c'est-à-dire de l'Empire romain d'Orient, Constantinople en 533. Tout au long de cette conférence, je vais oser quelques analyses et réflexions avec le but de susciter les questions et ouvrir un débat constructif. Bon. Permettez-moi de rappeler brièvement les grandes phases de la dernière conférence et donc l'histoire des Massaïciles et les Massiles avant de rentrer dans le sujet du jour. Alors soulignons brièvement que Syphax, roi des Massaïciles, s'était emparé en 206 avant Jésus-Christ des terres Massiles en mettant fin au règne de Gaïa, chef des Massiles, dont le territoire allait du Grand Est algérien à une bonne partie occidentale de la Tunisie actuelle. Massinissa, le fils de Gaïa, en moins 213, avait repris les terres massiles à Syphax, qui fut prisonnier et envoyé à Rome, où il mourut. Massinissa a unifié la Numidie, un royaume qui englobait presque tout le Maghreb actuel, mais Sipsa, qui avait succédé donc à Massinissa, l'a poursuivi. Il y eut aussi un intermède d'un trio au pouvoir constitué des frères Aderbal et Haïmsal. Haïmsal, ça s'écrit H-I-E-M-D-S-A-L. Et de leur cousin Jugurtha, que les Romains, en particulier le général Émilien Scipio, avaient imposé à Messipsa. Haïmsal, tué, l'ambitieux Jugurtha vainquit et élimina son cousin Aderbal, et tua aussi quelques dizaines de résidents romains installés à l'époque à Cirta, qui deviendra Constantine un peu plus tard. Il s'empara de toute la Numidie de la Moulouya à Tunis. La Moulouya, c'est un fleuve qui se trouve au Maroc. J'en parlerai un peu plus tard. Il s'installa en 113 selon Salluste, un historien, qui nous a laissé un écrit appelé la guerre de Jugurtha. Nous avons donc un écrit qui a permis de bien comprendre le personnage. Ceci dit, moi je fais une petite réserve, attention, Salluste, né en 86 avant Jésus-Christ et mort en 35 avant Jésus-Christ, a été d'abord un soldat et un sénateur avant de se retirer en raison des accusations de détournement des deniers publics. Donc c'est un Romain sénateur et se convertit en historien. Son histoire est un récit des événements vus par un Romain. Si l'histoire de Jugurtha a été écrite par l'un de ses généraux, par un berbère, je doute qu'elle soit identique à celle de Salluste. Enfin, le livre de Salluste a le mérite d'exister. Il a fourni aux historiens modernes de la matière inestimable sur cette période. Alors, 3 parties formeront le déroulé de cette conférence. Je vais d'abord parler des royaumes berbères qui vont suivre la prise de pouvoir de Jugurtha. La deuxième partie sera consacrée à la longue domination romaine sur l'Afrique du Nord et le lot de révolte. On assistera à la naissance de 2 Mauritanies césariennes, c'est-à-dire Cherchel, celle de Cherchel en Algérie, et Tingitane, Tanger au Maroc.
On verra que cette domination a été accompagnée par la présence au pouvoir des Berbères, totalement alliés aux Romains, avant de devenir des territoires totalement annexés à l'Empire. Enfin, je parlerai de la chute de l'Empire romain d'Orient en 476, d'Occident, pardonnez-moi, en 476, et l'arrivée des Vandales, ce peuple germanique, et les Byzantins qui sont la partie de l'Empire romain, celle d'Orient. Cette dernière partie de l'histoire fut aussi celle... Ah bon, vous entendez mal? Il faut baisser le... C'est par le roi Jugurtha. Jugurtha, ce fut le roi qui refusa l'autorité romaine. Jugurtha serait né en 160 avant Jésus-Christ à Cirta et mort en 104 avant Jésus-Christ. Il s'était opposé durant 7 ans à la puissance romaine, entre 112 à 105 avant Jésus-Christ. L'historien romain Salluste, pas tout à fait son contemporain, c'est ça qui était extraordinaire, donc a écrit le fameux livre La guerre de Jugurtha. De Salluste, nous savons ainsi qu'il était un homme beau, intelligent, habile à utiliser les faiblesses de ses adversaires. Nous connaissons donc son habileté à manœuvrer. Ses dispositions individuelles lui ont permis de prendre place dans l'état-major de l'armée romaine, qui combattait vers 134 avant Jésus-Christ en Inicia en Espagne, au nord de Madrid. S'il vous plaît. Ça fait un... On parlera après la conférence si vous voulez. Donc, en Inicia en Espagne, au nord de Madrid. Il a su séduire les dignitaires de l'armée romaine et en faire des alliés. Jugurtha avait compris sans l'aide d'Émilien Scipio, il n'aurait jamais pu prétendre à la position du prince héritier. Jugurtha savait que la faiblesse de sa lignée ne lui ouvrirait pas les portes du pouvoir. Vous savez, sa lignée, sa mère, elle était une servante, donc contrairement aux autres. Rappelons que Jugurtha est le fils de Mastinabal, frère de Micipsa, mais sa mère serait une esclave concubine. Donc c'est pas le même rôle. Sa généalogie donc était entachée d'illégitimité. Mastinabal avait un autre fils qui s'appelle Goda, donc frère de Jugurtha, demi-frère, qui semble-t-il était maladif ou d'une santé précaire. Mais Micipsa se méfiait de lui et cherchait à se débarrasser de lui. Il a eu le flair, le bon flair, il a eu du flair en l'envoyant faire la guerre en Espagne. Car Jugurtha lorgnait sérieusement au pouvoir pour construire un royaume. C'est ça la différence, il voulait construire un royaume indépendant. En Espagne, il se lia d'amitié aux notables romains. Une amitié tissée à coups de sesterces, à coups d'argent. Mais d'un autre côté, le Sénat romain voyait les ambitions de Jugurtha de bon œil, car on obligeait Micipsa de le considérer comme un membre du palais. Il voulait créer un climat empêchant la formation d'un pouvoir limite unifié. Jugurtha était ambitieux. Il savait très tôt où il voulait aller. Se débarrasser de ses cousins et se débarrasser des Romains et rendre totalement le pouvoir aux Berbères et abolir le système de vassalité. C'est l'unique. Dans toute l'histoire, il me semble que Jugurtha était le seul à vouloir aller dans ce sens-là, c'est-à-dire construire un pouvoir exclusivement berbère et indépendant des Romains. Donc, dans son processus de construction, la vertu en soi n'était pas son souci primordial. Jugurtha, contrairement à Micipsa à Massinissa et Micipsa, il est arrivé après la chute de Carthage. Donc le jeu politique en Afrique du Nord avait changé. Le jeu était devenu un jeu à deux, c'est-à-dire la Numidie et Rome. Il refusa d'emblée la vassalité et rentra dans un processus de rébellion contre les Romains. C'est un roi contestataire de l'autorité romaine et qui n'a jamais reconnu l'ordre souhaité par les Romains. Jugurtha, comme je l'ai dit, était ambitieux pour la Numidie. Il voulait l'unifier, mais loin de l'influence romaine. Mais comme vous pouvez l'imaginer, les Romains n'allaient pas le laisser faire. Et toute la noblesse romaine, le Sénat, voulait partir en guerre contre lui. Une première expédition fut organisée avec à sa tête le consul, le sommet de la hiérarchie des magistrats. Un consul à Rome, c'était le sommet de la hiérarchie des magistrats.
Ce consul s'appelait Bestia, ou Bétia. Immédiatement après son élection au Sénat, en 111, ce consul était accompagné par un autre prince du Sénat qui s'appelait Scaurus. L'historien Polybe, dans la Grèce, je vais faire une petite digression là, l'historien Polybe dans la Grèce, son pays ou sa patrie, a été battu par les Romains, a essayé de comprendre les causes de la suprématie romaine et est arrivé aux conclusions suivantes. Les assises politiques, administratives et juridictionnelles ont été les piliers sur lesquels la puissance romaine s'était construite. Des assises de société évidemment peu développées par les autres peuples à l'époque. Comment étaient-ils les sociétés berbères qui s'étaient retrouvées confrontées au rouleau compresseur romain? Posant la question autrement, quels étaient les facteurs qui ont précipité le délément des berbères? Premier facteur, à mes yeux, le monde berbère était extrêmement subdivisé et dominé par des chefs-rois, souvent opposés entre eux pour des raisons d'intérêt. Ces mêmes chefs-rois qui s'opposaient entre eux, c'est ça le plus étrange, étaient intégrés à un niveau supérieur, c'est-à-dire qu'ils pouvaient faire partie d'une même ascendance ou confédération. Le monde berbère antique ne formait pas un tout cohérent, comme on pouvait l'imaginer, avec une volonté commune de marcher dans le même sens. Les chefs-rois berbères ne s'entendaient pas sur la voie à suivre pour conduire une résistance ou une révolte. Ils allaient au plus offrant, on le verra plus tard, et obéissaient à leur intérêt immédiat. Ce qui explique en partie la prolifération des alliances avec les forces romaines, byzantines, vandales et même arabes plus tard. Deuxième facteur qui me paraissait important, à mes yeux, l'absence d'une langue écrite, qui aurait pu créer une plus grande cohésion du groupe berbère. On a vu comment au temps des Carthaginois, les berbères, surtout les citadins, ont eu pour ceux qui ont accédé à la culture des puissances, adopté leur langue écrite. Ils ont fait pareil avec les Romains. Et pourquoi la langue écrite est importante? La langue écrite permet de dresser une meilleure représentation de soi et de son environnement. Et elle est essentielle dans la communication et dans le fondement de l'identité d'un peuple. La langue orale n'a pas la puissance pour consigner avec précision la langue d'un peuple. Cette absence a ouvert la porte à un élément historique des Berbères. On le verra. Le Maghreb était berbère, puis de ce coup, une bonne partie est passée à la langue arabe. C'est extraordinaire. Malgré ce constat, la culture berbère subsiste donc toujours. Elle a été entretenue et maintenue par la langue parlée. Si cette langue venait à disparaître, la culture berbère finirait par s'effilocher, disparaître, progressivement. Au Maghreb, jadis monde berbérophone, le berbère a perdu beaucoup de terrain. La culture berbère serait-elle menacée par une éventuelle disparition? Je pose la question. Les cultures sont soumises au principe de vie et de mort, exactement comme les êtres vivants. Les Mayas ont bien fini par disparaître et les Nabatéens aussi, en Jordanie. Les cultures naissent, puis elles meurent, si elles n'arrivent pas à rivaliser avec les éléments qui les menacent dans leur environnement. Aujourd'hui, les Berbères sont rentrés, je parle d'aujourd'hui, maintenant, sont rentrés dans un processus de sauvegarde de leur culture, acquis à coup de revendications. Pour la première fois dans leur histoire, les Berbères actuels, du moins ceux du Maroc ou de l'Algérie, ont la possibilité de développer une langue écrite. Et du coup, ils ont fait quelque chose qui n'a jamais été fait par leurs ancêtres. En dehors des Touaregs, et encore, on peut en parler. C'est nouveau dans l'histoire du peuple. C'est quelque chose de nouveau dans l'histoire du peuple berbère. Cette nouveauté, on peut dire une innovation en termes biologiques, est un mécanisme qui va permettre de se maintenir dans un monde en mutation. Il reste cependant et maintenant à donner un sens au développement de cette langue écrite de telle sorte à ce qu'elle porte un projet d'existence. Je reviens à Jugurtha, permettez-moi cette parenthèse. Jugurtha connaissait parfaitement bien les mœurs de la noblesse romaine. Il demanda au consul Bestia, dès son arrivée en terre humide, de négocier. Des négociations qui aboutirent à une paix, construite toujours à coups d'argent et de bétail donné au consul. Sallust dit que Jugurtha les a achetés et corrompus. Moi je dis plutôt, disons plutôt que le mal était dans la noblesse romaine. Jugurtha n'a fait que l'exploiter. Jugurtha était dans le désir de bâtir un royaume. La noblesse romaine était dans le désir d'acquérir les richesses.
les motivations n'étaient pas les mêmes. Bestia eut à rendre compte par la suite devant le Sénat romain de sa corruption. Il fut condamné. Cette affaire avait fait beaucoup de bruit. Une partie du Sénat avait souhaité écouter la version de Jugurtha. Ce dernier ne s'était pas dégonflé. Il est parti à Rome se présenter devant l'assemblée du peuple, soutenir sa version des faits. Sa présence avait évidemment gêné la noblesse qui voulait son départ. Avant de quitter Rome, il aurait lancé, selon Sallust, aux Romains, ville à prendre et condamnée à périr si elle trouve un acheteur. Mais il semblerait qu'il aurait assassiné Missiva, le petit-fils de Massinissa. Donc, Jugurtha voulait dire vivre à vendre et condamner à périr si elle trouve un acheteur. Elle voulait montrer à quel point elle était pourrie, cette ville rompue par la corruption. Donc, au printemps 109 avant Jésus-Christ, on nomma un autre consul pour conduire les campagnes humides. Il s'appelle Metellus. Metellus. Était accompagné par un homme rustre appelé Caius Marius. Retenez ce nom, Caius Marius et Metellus, parce qu'ils vont jouer un rôle très important pour la suite. Metellus a été sans pitié au début de sa campagne dans le nord tunisien. Il a été sévèrement défait, par contre, à Vaga, qui est aujourd'hui Baja, en Tunisie, à 50 km de la frontière algérienne. Au début de l'an 108 avant Jésus-Christ, Metellus reprit ses forces et réussit à rentrer victorieux à Cirta la même année. Donc, en difficulté, Jugurtha chercha des alliances et des alliés et sollicita les Gétules. Les Gétules, vous savez, ce peuple berbère de la bande saharienne, qui, avec le temps, a développé un mode de vie un peu différent, mais ça, c'est pour ça. Bon. Mais ce n'est pas parce qu'ils étaient berbères, c'est ça qu'il faut toujours retenir, qu'ils avaient répondu favorablement à son appel. Ils ont négocié au plus offrant, parce que les Romains sont venus aussi solliciter des mercenaires chez eux. Donc, ils ont accepté le plus offrant. D'après certains spécialistes, on considère les Gétules comme les ancêtres des fameux Zénètes, qui ont été aussi les premiers à accueillir favorablement les conquérants arabes et opter pour l'islam. Certains considèrent les tribus des Louata, qui viennent de Libye, comme les premiers aussi à avoir facilité l'installation de l'islam et opté par la suite pour cette nouvelle religion. Donc, pas de mercenaires Gétules. Il demanda de l'aide à son beau-père, le roi de la Mauritanie, Bocchus Ier. Bon, vous connaissez peut-être Bocchus Ier. Voilà, Bocchus Ier. Metellus donc parti, c'est son beau-père. Metellus partit à Rome. Caius Marius, qui était un plébéien, donc pas un aristocrate, le remplaça. Il était accompagné par un questeur qui s'appelle Séla. Qu'est-ce que c'est un questeur dans l'Empire romain? Les questeurs sont les magistrats chargés des finances publiques dans l'Empire romain. Marius, donc, a immédiatement activé l'option Goda. Je vous ai parlé qui est Goda, c'est le frère, le demi-frère donc de Jugurtha. Le frère simple d'esprit, là, pour affaiblir Jugurtha. Donc, il lança ensuite une opération de recrutement de mercenaires. En 107 avant Jésus-Christ, Marius incendia totalement Gapsa, on l'appelait à l'époque, qui est aujourd'hui Gapsa, en massacrant les habitants. Il alla en territoire massaïcile, donc de l'autre côté de l'ouest algérien et l'est marocain, en 106 avant Jésus-Christ. Les Romains éprouvaient toutes les peines du monde à venir à bout de Jugurtha. Comme ils n'ont pas réussi à gagner militairement, les Romains ont alors utilisé l'habileté pour abattre le monarque numide. Après plusieurs batailles qui affaiblirent le camp romain, Sylla, donc ce questeur-là, fut désigné par Marius pour négocier avec le représentant de Bocchus Ier. Sylla finit par soudoyer les conseillers mauritaniens qui ont fini par convaincre le roi à s'allier aux Romains. En 105, Jugurtha, avant Jésus-Christ, Jugurtha est tombé dans un guet-apens et livré par Bocchus, son propre beau-père, aux Romains. Jusque-là, son allié. Donc, le roi numide est disloqué. Le royaume numide est disloqué. Sa partie occidentale est attribuée à Bocchus,
roi de Mauritanie. Le reste est laissé sous l'autorité d'un vassal de Rome. Bocchus reçoit le titre de l'ami de Rome, ami de Rome. Goda, le frère de Jugurtha, régna en ami parfait de Rome sur l'est de la Numidie, c'est-à-dire le Constantinois. Jugurtha mourut en 104 avant Jésus-Christ à Rome, à la prison qu'on appelle Tullianum, située de nos jours sous l'église San Giuseppe di Falegnami. Pour ceux qui ont à Rome, elle n'est pas loin de la Plaza Venezia. Les Berbères devraient, à mon sens, insister auprès des autorités de la ville de Rome pour qu'une plaque rappelant l'existence de chefs berbères soit posée quelque part à cet endroit, à Rome. C'est un personnage quand même, ce Jugurtha. Donc Jugurtha avait toujours traîné cette illégitimité, fils d'une femme, d'une servante, que son clan lui avait fait sentir très tôt. Il a développé de ce fait une grande connaissance de la psychologie humaine pour arriver. Et donc il avait cette capacité à exploiter les failles des hommes afin d'atteindre ses objectifs. C'est en usant de cette capacité que Jugurtha est revenu dans le cercle du pouvoir, duquel Micipsa l'avait exclu. C'était à mes yeux un homme qui avait une certaine idée de la liberté, à la hauteur de ses frustrations. Si j'ose faire une comparaison avec Massinissa, je dirais qu'il manquait un peu de pragmatisme. La fin chez lui l'avait un peu, parfois beaucoup, emporté sur les moyens. Mais Massinissa n'avait pas les mêmes objectifs que Jugurtha, construire un royaume berbère hors de toute vassalité. Jugurtha l'avait. La domination romaine s'installe sur l'Afrique du Nord. À la mort de Jugurtha, l'Afrique du Nord rentre dans un processus de morcellement. Bocchus Ier a été récompensé en 106 pour sa trahison, puisqu'il devint roi de toute la Mauritanie, à l'est et à l'ouest du fleuve Moulouya, de l'Atlantique et de l'Algérie occidentale à une partie de l'Algérie centrale. À cette étape, on commençait à parler de la Numidie, pour désigner la région du Constantinois et de la Tunisie, et la Mauritanie pour l'ouest de l'Afrique du Nord. Le territoire des Massaïciles était désormais dans la Mauritanie. Goda, donc le fameux Goda, de la lignée des Massiles, le fameux frère de Jugurtha, bien aidé par le Romain, devint roi de la Numidie en 105 jusqu'à sa mort, en moins 88, avant du Constantinois et de la Tunisie. À sa mort, son frère, là on retrouve encore Haïpsal II, qui le remplaça en 88 avant Jésus-Christ sur une partie du territoire. La partie ouest, avec pour capitale Cirta, ce fut Massinissa II, de son père obscur, mais adopté par Goda qui le dirigeait. On ne connaissait pas son père Massinissa II. Donc Haïpsal II avait accueilli sur son territoire Marius et son fils, les adversaires de Sylla. Il fut cependant chassé du pouvoir par un certain Herbas, épaulé par Marius de 84 à 82 avant Jésus-Christ. Ce Herbias est un ovni dans l'histoire de la Numidie, car il ne fait pas partie de la lignée des Massiles et des Massaïciles. Mais certainement, il a été mis là par les Romains, dans un jeu politique. Mais en 81 avant Jésus-Christ, Sylla envoya le général Pompée pour combattre le parti de Marius, et de nouveau, il restera Haïpsal II, dont le territoire fut augmenté par un traité. Donc, Haïpsal II meurt en 60 avant Jésus-Christ et fut remplacé par son fils Juba Ier, né à Hippone, Bonn, à Naba actuel, en 85 avant Jésus-Christ, et il va mourir en 46 avant Jésus-Christ. On va s'arrêter un peu sur ce personnage, Juba Ier. On l'a vu, Haïpsal II était son père. Haïpsal II était lié d'amitié au général Pompée qui combattit Jules César. Cette amitié s'était poursuivie avec Juba Ier. Cette amitié avec le général Pompée s'était terriblement renforcée à l'issue des avanies subies à Rome. Jules César lui avait tiré la barbe. S'il vous plaît. Jules César lui avait tiré la barbe lorsqu'il se trouvait à Rome avec son père. Il faut dire un mot sur le conflit qui opposait Pompée et César, appelé la première guerre civile romaine de 49 avant Jésus-Christ. Cette guerre
Cette guerre a consisté en une série de heurts politiques et militaires entre Jules César, ses alliés politiques et ses légions d'une part, et la faction conservatrice du Sénat, appelée aussi ce qu'on appelle les optimates, épaulée par les légions de Pompée d'autre part. Donc ça, pour avoir une petite idée, cette guerre se termina par la défaite de Pompée à la bataille de Pharsale en août 48, comme vous pouvez l'imaginer. Juba Ier rejoignait le comte de Pompée en lui fournissant des troupes. Il va le payer. Après la victoire en 49, en été 49, César envoya un certain Curion prendre l'Afrique aux républicains. Donc on est toujours de la guerre romaine qui se déroule en Afrique du Nord. Mais ce dernier, ce Curion, peut-être trop confiant, ne prit pas avec lui toutes les légions qu'on lui avait confiées pour cette campagne. Lors de la bataille de Bagradas, on appelle aujourd'hui Oued el Merja en Tunisie, dans le gouvernement de Kairouan, Curion mena son armée dans une attaque audacieuse et difficile, déroutant l'armée de Varus, le gouverneur républicain de ce temps-là. Donc on trouve toute cette lutte républicaine et optimate qui fut blessé. Encouragé par ce succès, Curion s'attaqua à Juba Ier, mais il fait sévèrement battu par Sabura, le chef de l'armée de Juba. Curion fut tué et Juba fit prisonnier plusieurs sénateurs, faute de rançon, finit par les exécuter. En 47, donc avant Jésus-Christ, César se rendait en Afrique du Nord, à la tête de plusieurs légions pour toujours affronter les fidèles de son ancien ennemi Pompée, dirigé par le général romain Metellus Scipion. Juba était occupé à ce moment-là à se battre contre les armées du roi Bocchus II, fils de l'autre, le fils du premier. On parlera de lui un peu plus loin. Allié de César, lui il était allié de César. Bocchus II avait envoyé le royaume numide par l'ouest. C'est finalement à la bataille de Thapsus, donc c'est au sud-est de Sousse en Tunisie, sur le sol carthaginois que César parvient à vaincre les optimates, c'est-à-dire les conservateurs, en l'an 46 avant Jésus-Christ. Juba n'avait pas pris part à cette bataille et se retirait avec ses 30 000 hommes. En rentrant chez lui, à Cirta, les habitants lui auraient, semble-t-il, je ne suis pas certain, c'est un fait, interdit de rentrer dans la ville. Car, avant de partir au combat, le roi leur avait demandé de lui fermer les portes de sa capitale s'il perdait contre les Romains. Juba Ier, au pied des remparts de sa ville, réclama en vain à ses sujets de lui rendre ses femmes et ses enfants afin de ne pas tomber entre les mains de Jules César, il finit par faire un pacte de suicide avec son ami et allié romain, Marcus Petrius. S'engageant dans un combat en face à face, l'idée était que l'un des deux aurait une mort honorable. Les sources diffèrent, mais il est probable que Marcus Petrius ait tué Juba pour ensuite se suicider avec l'aide d'un esclave. Son fils et successeur Juba II sera élevé à Rome, dans une captivité dorée par Octavienne, la sœur du futur empereur, Octave, qui va prendre le titre d'Auguste. Maintenant, de l'autre côté de l'Afrique du Nord, à l'ouest, que se passe-t-il? À la mort de Bocchus Ier, en 80 avant Jésus-Christ, ses fils Bogude et Bocoris, des noms romains, plutôt romanisés, parce que l'histoire nous vient souvent des Romains, se partagèrent le grand territoire. Bogude a régné sur la partie ouest de la Moulouya, c'est-à-dire de l'autre côté du Maroc. La Moulouya, c'est de côté là, on a l'Algérie, le Oujda et l'Algérie actuelle. Le fleuve Moulouya constitue une excellente frontière naturelle. Il prend naissance à la jonction du massif du Moyen et du Haut Atlas. Il est long de 600 km et se jette dans la mer Méditerranée du côté de Saïdia au Maroc. Son embouchure est située à 14 km de la frontière algéro-marocaine. Donc Bogude a régné sur les terres et sur les plus grandes parties des terres actuelles du Maroc. Bocchus a régné sur la partie est du Maroc et l'Oranie, et plus loin jusqu'à Alger actuel. Aussi bien Bogude que Bocchus eurent fait des alliés de Jules César lors de la guerre civile qu'il opposa en 49 au général Pompée. Jules César meurt en 44 avant Jésus-Christ. Alors, il faut s'arrêter un peu sur cette période qui sera déterminante pour l'Empire romain, pour mieux comprendre les jeux des dynasties berbères, qui dépendaient du jeu politique à Rome.
À la mort, donc, ou l'assassinat de Jules César, en 44, 3 personnalités se disputèrent le pouvoir, à savoir Octave, le principal héritier de Jules César, donc c'est lui qui va... mais pas le seul, il y a Marc-Antoine et Marcus Aemilius Lepidus. Ce dernier fut expulsé du triumvirat très tôt. Donc. Octavien et Antoine devinrent les 2 hommes les plus puissants du monde. Octavien prit le contrôle des provinces romaines de l'Ouest, incluant ainsi l'Hispanie et la Gaule, et la province d'Italie et l'Afrique du Nord. Antoine, quant à lui, reçut le contrôle de l'Est, à savoir la Grèce, la province Asie, la Syrie, et pour finir, l'Égypte des Ptolémées. La rivalité entre les 2 hommes donna naissance à la dernière guerre civile romaine. Octave finit par l'emporter et devient ainsi l'homme le plus puissant du monde romain, et le Sénat lui accorda le statut d'Auguste, en 27 avant Jésus-Christ. Octavien, désormais nommé Auguste, sera le premier empereur romain et transformera par la suite la République oligarchique et démocratique en un véritable empire autocratique. Son arrivée au pouvoir marque le début de la fameuse Pax Romana, la plus longue période de paix et de stabilité qu'a connue le bassin méditerranéen. Bocchus II, en 33 avant Jésus-Christ, qui avait soutenu Octave, contrairement à son frère, j'ai dit peut-être tout à l'heure qu'il avait, non, l'un soutenu, qui avait soutenu Octave contrairement à son frère Bocchus, qui était pour Antoine. À sa mort, Bocchus II, à sa mort, Octave le Puissant a placé Juba II, le fils du Jap Ier, élevé par sa sœur Octavienne, comme je l'ai dit, ou pour la seconde épouse de César, comme le suggère l'historienne marocaine Zakiya Daoud, depuis l'âge de 5 ans. On met au pouvoir donc un vrai Romain d'éducation et de culture. Juba II était même marié à Cléopâtre Sélénée, la fille de Marc-Antoine, qu'il a eu avec Cléopâtre. Donc, la fille d'Antoine et de Cléopâtre. Je vous invite à regarder un téléfilm qui est magnifique sur YouTube, qui s'appelle Cléopâtre. Vous pourrez vous faire une idée sur cette partie de la rivalité entre Antoine et Octave. Donc, Juba II, comme on a dit, est né à Hippone, donc Bonne et Annaba. Vers 52 avant Jésus-Christ, et il va mourir en 23 après Jésus-Christ. À Tipaza. Il mourra à Tipaza en Algérie. Juba II reste le dernier roi de l'Antiquité à avoir plus ou moins unifié la Numidie, comme jadis son ancêtre Massinissa, mais Juba II, qui est de la lignée des Massiles, les Berbères de l'Est, ce territoire, malgré certaines amputations au profit des colonies romaines, allait donc de l'Atlantique à l'ouest à l'embouchure de l'Ampassa, c'est-à-dire dans les Rumelles, au Wadi el-Kébir, presque Constantine, à l'est, et comprenait les régions de Sétif au sud, ainsi qu'une partie des territoires gétules, c'est-à-dire presque le Sahara au sud-est algérien et tunisien. Il n'annexa pas la Mauritanie de l'autre côté de la Moulouya, c'est-à-dire les territoires qui se trouvaient à l'ouest de la Moulouya. C'est énorme comme territoire. À sa mort, il fallait attendre 12 siècles et un peu plus, c'est-à-dire le temps des Almoravides ou même les Almohades, pour retrouver une Afrique du Nord réunifiée territorialement. Naturellement, en bon romain, puisqu'il était complètement romain, Juba II ne contesta pas le jeu politique de l'empereur Auguste. C'est lui qui faisait la politique. Comme son oncle Massinissa, il était un roi constructeur. Massinissa était un véritable roi constructeur, et celui-ci se trouve un véritable lieu, un roi constructeur. Il n'avait pas l'image d'un éternel révolté. Corrigeons ensemble tous cette image d'éternel révolté qui colle aux Berbères. Ils ont été des constructeurs quand ils se sont retrouvés dans des situations propices pour le faire. Juba II, le dernier des grands rois antiques, était un roi savant, un intellectuel au sens moderne du terme, Pline l'Ancien, un homme de science, auteur d'une œuvre majeure d'histoire naturelle, disait de lui qu'il fut plus célèbre par ses savants travaux que par son règne. Il parlait la langue. Il parlait la langue de ses ancêtres royaux, direct, le punique ou le libo-punique, le grec pour la connaissance et le romain, bien sûr. On doit à Juba II notamment la rédaction de nombreux traités d'histoire et de géographie et de l'organisation d'exploration scientifique aux îles Canaries et aux sources du Nil. Et s'épanouissait sur le plan scientifique. Il était installé à Césarée et à Cherchel, pendant qu'Auguste gérait un peu, même beaucoup, les choses. Notre roi savant, je l'ai dit, a régné de 25 à 23 après Jésus-Christ. Son fils Ptolémée lui succéda toujours dans le même état d'esprit des rapports avec les Romains, protectorat.
Ptolémée a vécu à Césarée, à Cherchel. Il fut tué en 40 après Jésus-Christ par la volonté de l'empereur Caligula à Lyon, en France. À sa mort, aussi les royaumes de Mauritanie passèrent sous la gestion de l'autorité directe de mort. Une fois que Ptolémée est mort, l'autorité de Rome s'imposa. Maintenant, on est rentré dans l'ère grégorienne, donc toutes les dates que je vais vous citer se situeront désormais dans notre ère. Le fait marquant du règne de Juba II sur le plan politique, ou plutôt social, fait la révolte de Tacfarinès, qui a duré 7 ans, de 17 à 24. Qui est ce Tacfarinès? Il est né à Tagaste, c'est-à-dire au sud de Soukarast. C'est là que naîtra un autre homme célèbre qui s'appelle Saint-Augustin. Saint-Augustin va naître des années plus tard à Tagaste, à Soukarast. Il va mourir, il mourra en 24 à Pomaria, à Tlemcen, soit un an avant Juba II. Que pourrait penser l'un de l'autre? J'imagine toujours Tacfarinès et Juba II en train de se parler. Je vois bien, par exemple, Tacfarinas traiter de Juba II de vendu aux Romains. Juba II, l'érudit raffiné, traitait Tacfarinas de bédouin ou de paysan, ou de simple soldat de l'armée romaine, une sorte de caporal de l'armée française. Enfin, je dis tout cela pour démystifier un peu l'histoire des Berbères et même la notion de berbérité qui a besoin d'être mieux précisée. Bon, qu'est-ce que l'on sait des révoltes de Tacfarinas, qui avait réussi à fédérer un grand nombre des tribus autour de son action? D'une manière presque unanime, les historiens l'expliquent par la volonté de Romains à interdire l'accès des tribus du sud au pâturage du nord. Voilà. On peut aussi supposer, enfin c'est mon idée, supposer une sorte de ras-le-bol de voir un roi berbère à la tête du royaume dominé par des empereurs romains, Auguste et Tébert à l'époque, qui ne réagit pas à la demande des tribus autochtones. Ça, c'est ma lecture. Je vous lis ce texte de Tacite, donc un historien et sénateur romain, en 58, né en 58 et mort en 120, toujours après Jésus-Christ, a écrit sur Tacfarinès. Il a dit: cette même année-là, c'est-à-dire en 17, la guerre commença en Afrique. Les insurgés avaient pour un chef un numide nommé Tacfarinès, qui avait servi comme auxiliaire dans les troupes romaines et avait ensuite déserté. C'est pour ça que je dis à caporal ou sergent de l'armée française. Qui avait ensuite déserté. Il rassembla d'abord quelques bandes de brigands et de vagabonds qu'il mena au pillage, puis parvint à les organiser en infanterie et cavalerie régulière. Bientôt, le chef de bandits devint général de Musalem. Musulames, nom latinisé. J'aimerais franchement bien connaître quel était le nom de cette tribu berbère. Je ne sais pas. On sait cependant qu'il s'agit des confédérations de tribus berbères issues des fameux Gitules. Bon, c'est une supposition. Si Musalem constitue un peuple vaillant, je continue la lecture de Tacite, si Musalem constitue un peuple vaillant, une peuplade vaillante qui parcourt les régions dépourvues de villes en bordure des déserts d'Afrique. Les Musalem prirent les armes, entraînèrent les morts, leurs voisins qui avaient pour chef Mazippa. Les deux chefs se partagèrent l'armée. Tacfarinas garda l'élite de soldats, tous ceux qui étaient armés à la romaine, pour les rompre à la discipline et les habituer au combat, au commandement. Tandis que Mazippa, avec les troupes légères, portait le fer, la flamme et l'effroi. Ce texte était écrit donc par un Romain, Tacite, à qui on reproche souvent, et ça je ne suis pas le seul à le dire, mais des historiens qui travaillent bien sur les textes, son manque d'objectivité. Ce récit a le mérite cependant d'exister. En 41-54 éclata une autre révolte. C'est une révolte d'Aïdemon. Qui est ce ça s'écrit A-E, c'est encore un nom romanisé. A-E-D-E-M-O-N, Aïdemon, un berbère affranchi qui était au service de Ptolémée, comme je vous ai dit, le fils de Juba II. De Ptolémée assassiné, apparaît sur la scène mauritanienne Tingitane, surtout au Maroc actuel. C'était en plein règne de l'empereur Claude. Premier empereur né, enfin je donne un peu des détails, ça permet de situer les choses. Premier empereur né hors d'Italie, né en France. Claude était né en France. Pline et Tacite ont parlé d'Aïdemon, c'est les deux qui ont parlé de ce révolté.
Pline et Tacite ont parlé d'Eidemon. Avec qui Eidemon s'était révolté? Certains historiens, comme le britannique Duncan Finchwick, estiment qu'Eidemon s'était appuyé sur les anciens soldats du roi Ptolémée. Cette révolte a eu d'énormes conséquences. Tamouda, qu'on appelle aujourd'hui Tétouan, et Lexus, qu'on appelle aujourd'hui Larache, c'est au Maroc, donc furent entièrement détruites par cette révolte. Volubilis, pas loin de Meknès, fut aussi sérieusement touché à l'époque. Les troupes d'Eidemon furent cependant battues par les Romains et trouvèrent refuge dans le Rif. Un Moulay Mohand, qui arrivera plus tard, c'est-à-dire à décrire el-Khattabi, qui sera digne d'un descendant d'Eidemon dans les années 1920. Au IIe siècle, Rome régnait impérialement sur l'Afrique du Nord, avec quelques poches de résistance, comme en Sirte, c'est-à-dire la Libye antique, ou les tribus berbères, comme les Nazamons. Cette Nazamons, c'est à mon avis une confédération, se révoltèrent en entraînant avec eux les Garamantes, les ancêtres des Touaregs, du Fezzan, et les Massis. Les Massis, je reviendrai sur retenez ce nom, je reviendrai sur ce nom. Une petite réflexion me paraît opportune à l'évocation des tribus Mazis. Sur cette tribu qu'Ibn Khaldoun, plus tard, avait construit la généalogie des Berbères. Mazis, Mazir. Donc lui, il disait ça. Mazis serait à l'origine de cette personne qui s'appelle Mazir. Cette méthode directement inspirée par la généalogie biblique. C'est-à-dire qui fait descendre les peuples d'un homme. C'est mon analyse. Qui fait descendre les peuples d'un seul homme. Comme Abraham fait à l'origine de l'apparition des peuples. Ibn Khaldoun a construit l'histoire des Berbères selon un modèle généalogique biblique. Noé descend d'Abraham, Abraham Sam, fils de Noé. Les Mayas ne furent pas des gens des livres, on ne les fait pas descendre d'un seul homme. Incontestablement, le qualificatif d'Imaziran vient de la langue tamashir, plus que de cet ancêtre mythique. C'est pas comme ça qu'on fait l'histoire. L'histoire est beaucoup plus compliquée. On ne fait pas de la généalogie directe, comme l'a fait la généalogie biblique. Les révoltes d'Eidemon furent écrasées par la troisième région, qui résidait en permanence en Afrique du Nord. Vous savez, on avait créé une légion pour toute l'Afrique du Nord. Les autres légions se déplaçaient en Europe. En revanche, pour l'Afrique du Nord, on avait créé une légion permanente qui restait là. À la fin du IIe siècle, il ne subsistait plus de royaume berbère, même en façalité. Il n'y avait plus de il n'y avait plus que des tribus, ce que les Romains appelaient les gentes, les gentes, soumises à la puissance romaine. Certaines s'assimilaient progressivement au modèle romain et d'autres s'éloignaient dans les montagnes pour se préserver des influences romaines ou aller dans le désert. De Mauritanie vers le jour à ce moment-là. À l'ouest, la Tingitane et au centre, la Césarienne. À l'est, la Numidie et la Tunisie et l'est algérien avaient le statut de proconsulaire, c'est-à-dire gouverné par un proconsul. Qu'est-ce qu'un proconsul ? C'est une sorte de commissaire envoyé par Rome pour gouverner. C'est en Numidie qu'il y a eu la colonisation humaine. J'ai dit humaine. Les vétérans de l'armée furent installés à Sitifis, qui donnera Sétif, et à Cuicoul, qui donnera Djimila, en Algérie actuelle. Ils ont pris racine dans cette région. En comparaison à la Césarienne, c'est-à-dire Cherchel, l'occupation romaine en Mauritanie et Tingitane, c'est-à-dire du côté du Maroc, n'était pas profonde. On parle de la présence en Tingitane de légionnaires dans les plaines, mais très peu dans les autres endroits du pays. Rome a surtout utilisé quelques tribus pour servir de lien avec les autres tribus. Or, c'est-à-dire que ce sont des tribus tampons. Les historiens romains, comme Pline, parlent des Massinides, des Baquats et des Zégrines. Ces noms des tribus qui correspondent évidemment à une terminologie romaine, qui sont-ils réellement? Qui sont-elles réellement? J'ai essayé de trouver des équivalences dans les terminologies contemporaines. Moi, je n'ai pas trouvé. Ces tribus servaient de tampon entre les autorités romaines et le reste des tribus, donc berbères. Un certain nombre de personnes de ces tribus-là, qui étaient proches des Romains, ont fini, comme après ont été romanisés et ont intégré la citoyenneté romaine. Ce fut le cas aussi d'ailleurs en Numidie. Il est nécessaire de se rappeler que Volubilis
Donc Tingi, Zilis, c'est-à-dire entre Tanger et Larache et Assila au Maroc, et Banassa, qui est dans le pen du Garde, était romanisé depuis le début du siècle sous l'Empire Auguste. Bien. Je vais parler maintenant de l'évolution de la présence romaine au IIIe siècle. On est au IIIe siècle. Parce que là, j'ai 8 siècles à mettre dans la conférence. Le IIIe siècle. Au IIIe siècle, la romanisation du monde berbère battait le plein. Mais paradoxalement, de fortes révoltes éclatèrent tout au long de ce siècle. Des soulèvements qui avaient fissuré un peu l'édifice romain. Voici quelques soulèvements rapportés par les historiens. En 253 254, il y eut une révolte dans la région de Sitifis, on l'appelait Sitifis, qui s'était étendue à presque toute la Mauritanie césarienne, c'est-à-dire on est allé jusqu'à la Moulouya. Cette révolte a duré 8 ans. Donc en fait, ils n'ont pas chômé, les Berbères. Pendant cette période, un chef berbère nommé Faraxen ou Farawsen, ce nom Farawsen, c'est un nom qui existe encore aujourd'hui de nos jours, dont la région de la Kabylie actuelle se révolta contre la puissance berbère. Rome a dû faire appel encore une fois à la 3e légion pour mettre fin à ce soulèvement. Cette légion, je l'ai précisé, résidait donc en Afrique du Nord. Elle avait pour vocation d'intervenir dans les affaires des territoires africains. Le plus étrange est que cette légion a dû être reconstituée pour combattre Farawsen après avoir été dissoute. Cela montre un peu l'état d'esprit dans lequel se trouvaient les Romains. Il y a eu aussi la révolte des Bavarès, ces tribus des Babors, de Bjaïa à Sétif, en Algérie. Un autre soulèvement secoua les terres kabyles, un soulèvement qui enflamma jusqu'à la Rodna. Donc, malgré ce soulèvement, ce n'était pas le déclin de la présence romaine en Afrique du Nord. Bien au contraire, certaines régions, comme la Numidie et la partie orientale donc de la Mauritanie césarienne, se romanisaient davantage. Plus à l'ouest la Mauritanie, plus à l'ouest la Mauritanie tingitane, la puissance romaine reculait déjà. La population baissait du côté du Maroc, de la Tingitane. Les échanges commerciaux et aussi même la ville de Volubulus fut abandonnée. Donc, les choses vont se concentrer de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de la Numidie. Dans le domaine religieux, le IIIe siècle fut celui de la christianisation progressive des populations. Comme on peut l'imaginer, la christianisation s'est davantage développée en Numidie et à la partie orientale de la Mauritanie césarienne. Les Babors, Sétif, Serta. En Tingitane, la population fut peu touchée par la christianisation. Par ailleurs, à la fin du IIIe siècle, la Tingitane n'avait plus de gouverneur romain. Elle était tout simplement rattachée administrative à l'Espagne romaine. La christianisation n'avait cependant pas attendu le IIIe siècle. Déjà au IIe siècle, l'évangélisation avait touché les populations berbères romanisées des villes, souligne l'historien Claude Leplay. Tertullien, un berbère latinisé, avait laissé des notes dans lesquelles il mentionnait que vers 197, la religion chrétienne s'était propagée dans le pays et avait même atteint les zones présahariennes. Des tribus avaient opté pour cette religion. Cependant, l'implantation de cette religion n'était pas évidente. Les Berbères étaient très attachés aux dieux puniques, Baal et aux dieux romains. Eh bien, ça va être le cas. C'est quand l'islam arrivera, ils vont défendre aussi la religion qu'ils auront eue à ce moment-là. Il faut rappeler, compte tenu de l'absence du statut d'individu, la conversion d'un groupe à une religion se faisait lorsque le chef se convertissait. L'individu appartenait avant tout au groupe qui le protège. Le groupe est tout. Il est celui qui détermine la vie de l'individu. Le groupe apporte la sécurité et la prévoyance à l'individu. Il n'y avait pas d'existence hors de son groupe, tribu ou village. Donc si un individu choisit un chemin qui contredit le groupe, il est écarté. Donc n'imaginez pas les gens se convertir individuellement en religieux. Si le chef et le groupe ne se convertissaient pas. Bon, il y a toujours des cas. Mais d'une manière générale, c'est surtout le chef qui décide pour une raison ou une autre, je me convertis. On le verra avec l'islam. C'est le chef qui a décidé. Il y a une tribu qui va se battre, mais il en a marre parce qu'il est surchargé d'impôts, et ben il va céder. Parce qu'avec le statut d'émis, il va céder.
Ça va être pareil avec la conversion à l'islam. Souvent, quand les chefs trouvaient leurs intérêts, ils se convertissaient en même temps. Les sujets se convertissaient. Aussi, quand le groupe est soumis à des taxes importantes et insupportables comme condition pour garder sa foi, le chef finit par se convertir, pour épargner à ces gens de lourds sacrifices. Les gens défendent ce qu'ils possèdent. Ils sont peu convaincus d'emblée par un nouveau message. Donc, ils défendent ce qu'ils possèdent. L'historiographe arabe qui s'appelle Al-Bekri, qui a sillonné le Maghreb, signale la présence au Xe siècle d'innombrables lieux de culte chrétiens en Afrique du Nord. À mon sens, ce fut l'intransigeance des Almohades au XIIe siècle qui avait fini par imposer et généraliser l'islam sunnite au Maghreb. Enfin, je reviendrai sur ces questions lors de la prochaine conférence qui portera sur la arabisation et l'islamisation de l'Afrique du Nord. Ce processus mérite d'être étudié, car aujourd'hui on se pose peu la question comment ça s'est passé. Comment ça s'est passé? Comment on n'est pas arrivé à une société musulmane et profondément arabisée, par exemple? Les gens vivent leur situation comme s'il a toujours été ainsi. La foi musulmane est aujourd'hui très forte au Maghreb. Du coup, les gens éprouvent toutes les peines du monde à soulever l'idée du début de l'islamisation des tribus berbères et dire que les choses ne sont pas allées forcément de soi. C'est une question de l'espoir que j'appellerais moi, car aujourd'hui l'islam apparaît comme une religion que l'on ne rejette pas, car l'homme doit connaître d'évidence les bienfaits de cette religion. Les choses ne sont pas passées comme ça. Le général Kouraïchi de Moussa ibn Nusayr, quand il arrivera, avec son armée vers la fin du 7e, un peu vers la fin du 7e siècle, ont mené une opération de conquête en tuant des milliers de berbères qui s'étaient battus pour défendre leur terre et leur religion. Ces berbères n'avaient pas reconnu immédiatement le bien fondé de la religion musulmane qui arrive. Ils avaient leur religion et leur Dieu et défendaient leur terre exactement comme ils les avaient défendus avec l'invasion des Ottomans et des colonisateurs français plus tard. Donc ils étaient dans cette même logique. Pardonnez-moi cette parenthèse, je devais la faire, et je reviens au IVe siècle, à l'époque donc des Romains. Au début du IVe siècle, la paix romaine, la Pax Romana, semble être revenue sur la Berbérie, mais d'une façon précaire, selon l'historien Charles-André Julien. Pour pallier à la situation, l'empereur Dioclétien, qui régna jusqu'en 305, divisa les terres berbères afin de mieux les contrôler et gérer les révoltes de 4 à 8 provinces. Cette réforme administrative a surtout divisé la Numidie. C'est là où il y avait plus de résistance. Et la Numidie, ça va être les Aurès, la Tunisie, la partie qui arrive jusqu'à Alger. Donc la Numidie est le fleuron romain en Afrique du Nord. Donc il l'a divisé en deux. Cette Numidie, c'est en grande partie le nord de la Tunisie et l'est algérien, de l'Algérie actuelle. Cette réforme fut aussitôt annulée par l'empereur Constantin, qui accéda au pouvoir en 312 et devint empereur sur toutes les terres romaines. Pourquoi j'ai dit sur toutes et pas Constantin? Parce que ce moment-là, il y avait 2 empereurs à Rome. Il y a Constantin qui régnait sur la partie européenne et Maxence que Constantin va battre en 312 et qui s'était lui, à ce moment-là, déclaré empereur de toutes les terres romaines. 2 points importants. Constantin fut l'empereur qui a officialisé le christianisme à Rome, qui a officialisé le chronisme et qui a donné son nom à Cirta, qui devient Constantine. Donc c'est cet empereur-là qui va donner le nom à Constantine. Alors les Berbères, dans ce jeu romain, qu'est-ce qu'ils étaient dans ce jeu romain? D'abord, il y a eu plusieurs types de Berbères. Il y a les romanisés, les citoyens romains, qui vivent en ville, les tribus alliées aux Romains, et il y a ceux qui vivent en dehors des influences romanes et qui étaient impuissants pour lutter contre les Romains. Ceux qui étaient dans les montagnes, ceux qui étaient les parties sahariennes du sud. Enfin, l'avènement de Constantin a été fâcheux, dans un premier temps sur le donatisme et les Berbères qui professaient cette forme de religion chrétienne. Un mot évidemment sur le donatisme. Certains le définissent comme un schisme qui divisa l'Église en Afrique pendant 3 siècles et demi. Le credo du donatisme, une attitude intransigeante sur ceux qui avaient renié leur foi sous la persécution.
l'évêque Donat, Saint Donat, considérait que les gens qui ont renié leur foi, même sous la persécution, perdaient définitivement leur foi. C'est assez... Les sacrements pour lui ne se donnaient qu'une fois. Et il s'opposait donc à l'église qui se construisait à Rome. Donc, c'était une église il était rentré dans l'opposition, qui se construisait. C'est une forme de résistance au pouvoir central romain et de revendication sociale. C'est la raison pour laquelle le donatisme avait plu à bien des tribus romaines. Vous verrez que certaines tribus berbères, davantage dans un premier temps, adoptaient le chiisme de l'islam en raison de sa différence avec la religion prônée par le pouvoir central arabe à Damas. On le verra avec les Ottomans, on le verra avec les autres tribus qui ont adopté le chiisme parce que ils étaient dans une relation de revendication sociale. Ce que le donatisme l'a porté et ce que le chiisme va porter, parce que la notion même du chiisme, c'est une forme de revendication sociale à ses débuts. Donc, je développerai ça lors de la prochaine conférence et j'écrirai comment certaines tribus ont confessé le chiisme pendant plusieurs siècles avant que les sunnites ne l'emportent. Revenons à Constantin, qui a donc dans un premier temps lancé un programme de persécution des donatistes. Mais en 321, pour sortir de cette impasse-là, il a fini par tolérer le donatisme, qui prit par la suite un essor considérable parmi les populations numides et Mauritanie césarienne, dans sa partie orientale. C'est dans cette atmosphère qu'éclata la révolte de ce qu'on appelle les circonciliants. Qu'est-ce que c'est les circonciliants? Eh bien, les circonciliants en 342, ce sont ceux qui vont de grange en grange. Enfin, ce sont les saisonniers, les journaliers berbères qui se louaient au temps de la moisson ou de la cueillette des olives. Les circonciliants qui étaient acquis à la cause donatiste, qui avaient la foi donatiste, accusaient les propriétaires terriens et les fonctionnaires romains de leur situation dégradée. Voilà le côté revendication sociale du donatisme. Le chiisme sera aussi une lutte contre les privilèges de la bourgeoisie qui était accaparée le pouvoir des richesses à Médine et à Damas, avant de revenir une deuxième forme de l'islam. En 372, il y eut la grande et sérieuse révolte au temps du premier empereur, Valentinien Ier, au temps de l'empereur Valentinien. Cette histoire est extrêmement intéressante, les amis. Je vais abréger. Cette histoire, je termine dans 15 minutes. Cette histoire est absolument merveilleuse. Donc, Firmus, la tribu de... ce qu'on appelle la révolte de Firmus, rapportée par l'historien grec romanisé Amien Marcellin. Firmus serait né quelque part dans le pays qu'on appelle la Grande Kabylie aujourd'hui. Il serait né, selon certains, à Tizinait Aïcha, c'est-à-dire Minerville, Knia. Firmus était aussi de la tribu des Nubènes, romanisée et chrétienne donatiste. Je conseille la lecture d'un livre de Younes Adli sur cette question. Il a bien travaillé sur les Nubènes. Naturellement, Amien Marcellin le présente comme un brigand qui se révolte contre l'ordre établi. Oublions les raisons fiscales qui pesaient lourdement sur les tribus. C'est un classique du genre. Au fait, d'une manière générale, l'histoire des Berbères antiques est rapportée par les Romains et le grec romanisé. Elle est surtout celle de Rome en termes berbères, mais rarement celle des tribus berbères entre elles. Elle n'est pas à remettre fondamentalement en cause. Il faut cependant faire un effort de lecture afin de tirer une certaine objectivité des faits. Alors Firmus, un nom bien latinisé, par qui il a été soutenu? Par les partisans de, bien sûr, par un certain nombre de tribus mortes et une humide riche et moins riche. On parle des Mazis et Iseflensens, selon l'historien Yann Le Boeg. Cette révolte était profonde et avait un sens et un objectif politique. L'intention de Firmus était de créer un royaume berbère indépendant. Il eut cependant un fait qui changea le cours de l'histoire. Gildon, le frère de Firmus, aida les Romains en mettant à leur disposition ses troupes et mit fin aux intentions de son frère. Firmus fut battu et tué en 375. C'est Thedéos
Donc c'est Tédéos, empereur en ce moment-là. Gildon fut désigné roi d'Afrique, comte d'Afrique. Vint le temps de la confrontation entre l'empereur Tédéos et Junius, proclamé empereur. Gildon refusa de prendre parti pour Tédéos, avec qui il s'était allié pour battre son frère, et il a pris la position pour l'empereur d'Orient, Arcadius. Il bloqua l'accès des navires romains sur les côtes africaines pour les empêcher à charger le blé, ce qui a supporté le Sénat, qui fit de Gildon l'ennemi numéro 1. En 398, Rome envoya une force commandée de nouveau par un autre frère de Gildon et de Firmus, qui s'appelle Massazel. Gildon tissa alors des liens avec les Donatistes et les circoncisions. La révolte fut facilement reprimée. Massazel vaincut les 70 000 hommes de Gildon à Tébessa et en Tunisie lors de la bataille d'Ardalio en juillet 398. Gildon est mort. Je n'ai pas développé davantage ce fait historique, très intéressant, mais il ne faut surtout pas croire que la rivalité entre frères et berbères est propre aux berbères. Il suffit juste de gratter un peu l'histoire pour voir qu'elle a eu lieu un peu partout. Le 5e siècle, passons au 5e siècle. Ce 5e fut incontestablement celui de l'arrivée des Vandales en Afrique du Nord. Tout d'abord, qui sont ces Vandales? Les Vandales sont un peuple germanique, oriental. Certains Européens de la Renaissance, au XVe siècle, voyaient les Vandales comme des barbares qui pillent, qui rasient. Par exemple, en français, ça a donné le mot vandalisme pour décrire toute forme de destruction insensée. Conduits par le chef Genséric, les Vandales sont arrivés en 439 en Afrique du Nord, par le détroit de Gibraltar, avec le but de prendre Carthage sans arrêter en Tingitane. Ils ne sont pas arrêtés au Maroc, ils sont directement la Numidie. Leur présence sur les terres berbères dura jusqu'en 534, presque un siècle. Alors, en 430, ils ont assiégé la ville fortifiée de Annaba, d'Hippone, Bonn. À l'intérieur de cette ville, en 430, il y avait en ce moment-là une imminente personnalité de l'Église, l'évêque Saint-Augustin, berbero-punique, qui était le natif de Tégès. En 435, les Vandales prirent la Mauritanie, c'est Fiel, puis toute la Numidie jusqu'aux Aurès, et firent pour devenir les maîtres de l'Est de l'Afrique, même jusqu'à la Libye actuelle. Le plus étrange est que la Mauritanie et Tingitane ne les avaient pas intéressés. L'histoire des terres marocaines n'a pas toujours suivi celle de la Tunisie et de l'Algérie actuelle. En plus des Vandales, les Ottomans ne sont pas allés au Maroc, et même les Byzantins n'ont pas aussi insisté, ne sont pas restés longtemps en Tingitane. Les Berbères marocains n'ont pas été confrontés aux mêmes conjonctures historiques. Ça a du sens, ça. Les Vandales devinrent les maîtres donc de l'Est, de l'Afrique du Nord, et occupèrent aussi la Sicile. En 405, les Vandales prirent même Rome en la saccageant avec des alliés morts. En cette période, les Romains nommaient morts tous les Berbères non romanisés. Voilà, c'est ça. Tous les Berbères n'ont donc pas été, et comme tous les Berbères n'ont pas été romanisés, il faut dire cependant que beaucoup de Berbères ont été profondément aussi attachés à la culture bénique et d'abord suite romaine. Mais les relations vandalo-berbères vont changer dès la mort de leur chef Genséric. Les Berbères ont cherché à prendre leur autonomie. En 484, un chef qui s'appelle Mastis, un chef berbère des Aurès, s'est proclamé indépendant en contrôlant un important territoire. Une bonne partie de la Tunisie, la Tripolitaine, c'est-à-dire la Libye sans le Fezzan, la fameuse tribu des Logoata, qui deviendra Loata chez les Arabes, dont le vocabulaire aujourd'hui est intelligent, libyenne, guidée par le chef Gabaron, fut subir une résonnante défaite aux Vandales sous le règne de Trabzamund. Cette tribu sera l'une des premières à accueillir, comme je l'ai dit plus tard, les armées arabo-musulmanes. Enfin, la présence vandale en Afrique du Nord, surtout dans sa partie orientale, a été bénéfique pour les Berbères. Ils se sont renforcés. Des royaumes indépendants étaient nés. Les tribus sahariennes bougeaient davantage et rentraient dans les territoires jadis interdits par les Romains. 6e siècle. Ce siècle fut marqué par l'arrivée des Byzantins en Afrique du Nord. Les Byzantins, c'est l'Empire romain d'Orient. Donc l'armée, à Constantinople, oui. L'armée byzantine, à sa tête le général Bélisaire, débarqua avec 150 000 combattants qui brisèrent la défense des Vandales et leurs alliés berbères. Carthage devint, et l'Afrique était devenue byzantine pour 2 siècles. Dès 534, l'administration à la romaine fut restaurée.
sur la Tripolitaine, la Numidie et les deux Mauritanies sitifiennes et césariennes. Surtout les grands centres urbains. Encore une invasion, je l'ai signalé plus haut, qui ne touchera pas le terre Maroc. Les impôts romains furent rétablis sur les Berbères après l'intermède vandale. Les Vandales n'ont rien fait. Ils prenaient les richesses, ce qui provoque une tension. La question des impôts se proposa avec beaucoup d'acuité aussi avec les Arabes et musulmans. En effet, l'époque vandale avait permis à bien de chefs berbères d'étendre leur influence et n'avaient pas l'intention d'abandonner ce qu'ils avaient acquis. Durant les premières décennies, ils se heurtèrent à des rébellions tenaces, d'autant plus que l'armée byzantine était en partie composée de mercenaires qui se révoltèrent parfois faute d'être payés. Les Byzantins, comme les Romains, ont distingué les Berbères qui vivent sur le territoire de l'Empire de ceux qui vivent à l'extérieur, appelés les morts. Les morts étaient perçus comme des envahisseurs, j'ai bientôt fini, comme les envahisseurs. Cependant, ce que les Byzantins n'avaient pas bien perçu, c'est que les Berbères, d'une manière générale, avaient changé avec la parenthèse vandalienne. Des royaumes s'étaient constitués. Les tribus sahariennes pénétraient dans les espaces de l'Empire. Le siècle vandale leur avait permis de retrouver et de se reconstruire. Du coup, leur résistance aux Byzantins fut structurée et coordonnée. Tout reste relatif, mes amis. Je vais résumer brièvement ces révoltes. En 534, les Berbères de Byzacène, ce qui correspond à une partie actuelle de la Tunisie, sud de Carthage, accompagnés par ceux de la partie orientale de l'Algérie, aidés par les tribus libyennes, partirent en guerre contre les Byzantins. Mais lâchés par un puissant chef de la Byzacène, un chef qui s'appelait Antalas, retenez son nom, la révolte échoua. Antalas était un grand chef, selon Corypée, c'est un poète homérique romain ayant vécu au VIe siècle. La carrière d'Antalas commença alors qu'il avait 17 ans. Il forma un groupe pour combattre les Vandales. Vers 530, il devient le chef des Berbères de Byzacène et à la même année, il remporta une victoire décisive sur les Vandales. En 535, un nouveau chef byzantin rentre en scène qui s'appelle Salomon. On a parlé de Bélécer, maintenant on parle de Salomon. Il négocia avec le roi de la Mauritanie sitifienne, Ortiz, un petit roi des Horaces occidentales. Il avait réussi à obtenir leur neutralité afin de s'attaquer à Iodas, qui est connu sur le nom berbère Ibdas, qui était le grand roi des Horaces. Salomon échoua. En 534, Sergius, un nouveau chef général byzantin, chargé de négocier avec les Lawatanes, les Lawata, donc en tribu berbère dans la Tripolitaine, j'en ai parlé. Il tua les 79 envoyés de la tribu. Il les tua. Comme vous pouvez l'imaginer, les Léguatanes saccagèrent les villes byzantines de la Tripolitaine et obligèrent Sergius à se replier sur Carthage. Ces mêmes Léguatanes s'allièrent aux Ifracès, prononcez le S, Ifracès, la tribu libyenne. Ils ont fini par faire tomber Berenike, qui est l'actuel Benghazi. Ils montèrent ensuite vers le nord à Byzacène, partie de la Tunisie, donc sud de Carthage, alliés en Talas, on le retrouve encore en Talas, chef de la Byzacène. Ils remportèrent en 544 une grande bataille, celle de Silune, Kasserine, ville du centre-ouest de la Tunisie. Le général Salomon y laissa sa vie. Byzacène, qui cherchait coûte que coûte à refouler les morts vers le sud et vers la Mauritanie, entretint cette guerre jusqu'à ce qu'un compromis soit trouvé entre Byzacène et Maure en 548. Un compromis qui a permis aux Byzantins de se reconstruire administrativement et restaurer le cadre légitime. Mais bon, il était trop tard. Les Berbères, du moins un certain nombre d'entre eux, étaient dans un autre état d'esprit. Alors, donc, les choses se sont poursuivies de cette façon-là, mais je vais juste résumer ce qu'a dit Charles-André Julien sur les Byzacènes. Je lis ce texte d'un Chilien. Je vous lis le constat fait par Charles-André Julien sur la présence byzantine en Afrique du Nord. Les concessions d'un Bélisaire, le favoritisme et les brutalités d'un Salomon, l'incompétence d'un Sergius ou d'un Nairobendus, l'accaparement des terres et le pillage par les officiers supérieurs et les gouverneurs, les persécutions religieuses, l'anarchie de l'armée, le développement des colonnats réduisant les paysans à demi-servitude, l'ordre se traduisait par une fiscalité atroce et une exploitation scientifique dont l'Afrique ne se révélera pas. Ce texte résume parfaitement bien les raisons pour lesquelles l'Empire byzantin n'a pas réussi à remplacer l'Empire romain d'Occident en Afrique du Nord.
ce texte aussi marque, écrit en 1952 par Charles Onésien, résume aussi sa pensée parce que Charles Onésien était un anticolonialiste. C'est dans ces circonstances que les armées arabo-musulmanes pointèrent le bout de leur épée en 642 à Barca, à Tripoli. Il faut rappeler ici, avant un peu plus de développement la prochaine conférence, que Omar ibn Khattab, second calife et remplaçant du prophète Mohammed, à la tête de la Oumma musulmane, refusa catégoriquement d'annexer les Fréquias, c'est-à-dire le monde berbère, et s'opposa à toute nouvelle expédition. Il refusa. Il meurt en 644, son successeur Othman ibn Affan, dès 1954, autorise les premiers raids qui conduiront à la conquête de l'Afrique du Nord. Et il est possible que la conquête de l'Afrique du Nord fut l'objet, dont l'Afrique du Nord fut l'objet, ressemble à toutes les autres conquêtes. Une résistance à l'occupant qui conduit à son lot de persécutions et massacres de population de la part du pouvoir. C'est la guerre. Il faut affaiblir l'autre pour l'assujettir. Ce fut le cas quand les Français sont venus coloniser l'Afrique du Nord. Beaucoup de ces populations s'étaient opposées aux armées françaises et s'en est suivi des massacres des populations et des récoltes brûlées. Du point de vue des Berbères, à l'époque, les armées arabo-musulmanes étaient des concurrents comme les autres. Ben là, je termine ma conférence sur ça et je vous remercie pour votre écoute. La conférence était un peu longue. Les mettre le siècle dans une heure, c'était compliqué. Voilà. Et j'aimerais bien qu'il y ait un débat, parce que c'est plus intéressant que la parole. Merci. La première question qui me vient à l'esprit, en fait, Donnez. Je peux m'en affranchir, hein? Non, c'est parce qu'on enregistre. J'ai la voix qui porte. Voilà, la première question, en fait, c'est ce que vous avez soulevé par rapport aux tribus marocaines qui n'avaient pas, en fait, le même mode de... Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit qu'ils n'avaient pas le mode de vie. J'ai dit qu'ils n'avaient pas subi de la même manière. À un moment donné, ils n'avaient pas subi, pas de la même manière, ils n'avaient pas subi disons, l'influence des arrivants, on va des- dire ça comme beaucoup ça. moins que la Numidie, les Aurès, la Berbère, la Kabylie actuelle, Oui, voilà, c'est- qui a en plus subi la présence des Byzantins, on l'a vu, des Vandales. Les Vandales, ils sont arrivés par Gibraltar, ils sont allés directement. Mais comment expliquez-vous en fait cette caractéristique, on va dire, hein? Est-ce que c'est dû à des phénomènes géographiques? C'est probablement un phénomène géographique parce que le Maroc il est quand même à l'extrême, de l'autre côté, et les montagnes du Rif aussi, dans un premier temps, étaient... Parce que les Romains, par exemple, les Romains se déplaçaient beaucoup, ils créaient souvent des routes, les routes pavées pour les cohortes et pour les légions, pour se déplacer, donc ils créaient des routes. Et d'après certaines recherches, par exemple, on n'a jamais trouvé une route, par exemple, qui passait par Oujda, par exemple. Il y avait jamais, jusqu'à présent, les recherches archéologiques n'ont jamais déterré un passage, une route qui était construite pour les légions et qui passait au-delà de la Moulouya. Donc, ce qui fait que ça a été, dès le départ, ça n'a pas, ces puissances-là ne sont pas allées s'installer. Les Ottomans aussi ne sont pas allés. Je commence à croire aussi que c'est l'aridité peut-être. Non, pas forcément, c'est un peu la difficulté. C'est quand même de l'autre côté, on a l'Atlantique, et le jeu s'est fait davantage du côté de la Sicile, là, du côté de Rome. C'est facile. On a traversé la Méditerranée, la Sicile était de l'autre côté. Donc, ce qui fait qu'on débarquait facilement en Sicile, en Tunisie, en Afrique du Nord, puis il y a eu les plaines de Zema, en Tunisie, qui ont été, dès le départ, accueillantes. Et qui fait que... C'est curieux quand même que le Maroc soit une voie actuelle, soit une voie de passage et qui j'allais dire, Parlez donc. Pardon. Donc, quand on voit par exemple l'itinéraire emprunté par Hannibal pour arriver jusqu'à Rome, il a fait tout le tour et ça Oui. n'avait pas dissuadé. Donc, c'est une voie de passage pour autant. Oui, par Gibraltar, oui, ils allaient chercher ils partaient par Gibraltar. Ouais, donc, Ils cherchaient le moyen le plus court pour passer. Non, mais quand vous parliez de... Mais c'est-à-dire que quand les Vandales sont arrivés,
le jeu politique, le jeu des richesses se faisait déjà à Carthage. Du côté de, donc ce qui les intéressait, c'est d'aller chercher ces richesses-là. Déjà, la présence de ce qu'on appelle la Mauritanie tingitane était déjà très affaiblie. Les Romains eux-mêmes étaient déjà partis puisqu'ils n'avaient plus de gouverneur. Ils avaient annexé la Tingitane au gouverneur romain en Espagne. Ce qui fait que Volibulus est tombé, a été abandonné rapidement, pendant que Carthage était encore en pleine effervescence. Autrefois, les Romains, pour se déplacer, même quand, en pleine puissance romaine, donc en Tingitane, ils ne se déplaçaient pas. Ça, on a des historiens beaucoup parlé de ça. Ils ne se déplaçaient pas par la route, mais ils prenaient les bateaux pour aller vers l'est de l'Afrique du Nord. Donc, ce qui fait qu'il y avait probablement une question de difficulté de terrain qui obligeait... Et de recherche de proximité. Et de recherche de proximité de Rome, oui. Et tout se jouait de l'autre côté, les richesses étaient de l'autre côté. Là, le micro. Je vous remercie pour cette conférence, article Sahara. Je voulais juste revenir sur la question qu'a posée la dame, c'est qu'il faut considérer que le Maroc, jusqu'à pas très longtemps, était la périphérie du monde, étant donné que le centre du monde, c'était plus le centre de la Méditerranée, où les guerres et les stratégies suivaient plutôt les flux économiques, etc. Donc le seul, parmi les qu'on peut citer l'intérêt qu'a cette partie-là de l'Afrique du Nord, c'est plus le passage de Gibraltar qui relie l'Europe à l'Afrique. En dehors de ça, c'était vraiment la banlieue du monde. Au-delà de ça, on ne connaissait rien du tout. Donc c'était très timide comme action dans l'histoire. La question que je voulais vous poser, c'est par rapport à ce qui vous avez dit, qui se dit sur la question de la langue, et qui est la langue et des institutions. Pendant l'Antiquité, on ne sait pas grand-chose sur l'Afrique du Nord. Comme vous disiez, la langue n'était pas utilisée pour l'écrit, qui est le lion institutionnel. Est-ce que c'est les conséquences ou c'est la cause? Est-ce que c'est parce que le fait que c'est pas écrit, que ça n'a pas donné d'institutions capables de porter des projets de société, d'organiser la société, ou c'est le contraire? Et si vous pouvez dire un peu comment est-ce que vous nous approchez un peu plus du mode de vie de l'époque? Comment est-ce qu'il y avait l'école? Comment est-ce que l'armée se recrutait? Comment est-ce que la justice fonctionnait? Est-ce qu'on a une idée? Oui, un peu. Oui, un peu. On n'a pas. Merci. Il faudrait que vous sachiez d'abord que l'histoire telle qu'elle nous est parvenue, elle est écrite par les Romains. Beaucoup plus. Donc il faut vraiment pas l'interpréter, c'est-à-dire qu'il faut aussi l'analyser. Gabriel Camps disait que, je l'ai précisé lors de la dernière conférence, que les Berbères utilisaient la langue punique, l'élite berbère utilisait la langue punique dans leurs relations, et que on peut dire les arrêtés où les règles étaient écrites en langue punique. Alors, le parler pourrait être le libico-punique en ville, mais je suppose que ceux qui sont restés dans les montagnes et ceux qui sont restés éloignés des centres puniques, des centres des puissances, parlaient le libique selon leur région, c'est-à-dire avec des petites déclinaisons, des petites différences. C'est-à-dire, et vous pouvez imaginer que les distances étaient importantes à l'époque. Quand une tribu s'installe à un endroit, elle peut, avec le temps, développer presque son propre parler, et que pourtant, tu pourrais être identique à celui de la tribu qui se trouve loin. Mais ils développent des mots, et avec le temps, ça devient une langue à eux. Donc c'est comme ça que les choses se passent. Ben alors, pour l'écrit, on sait, et ça a été rapporté par beaucoup de chercheurs, par beaucoup d'archéologues et de paléontologues qui ont étudié le Fezzan donc en Libye, on a bien déterré une langue existe, qui est faite de Tifina. Donc elle existe bien.
le seul problème, est-ce que dans leur mouvement vers le nord, ces tribus-là ont apporté avec eux cette connaissance, cet écrit. Moi, le fait de n'avoir aucune trace en langue ticuna dans le nord, on peut dire qu'ils ne l'avaient pas vraiment utilisé, peut-être qu'ils ne le connaissaient pas du tout. Donc, et même, ma foi, on voit ce qu'ont fait les Touaregs du Ticuna, c'est pas... Ils ont su le préserver, mais ils ne l'utilisent pas vraiment, au sens scientifique du terme. Voilà. Oui, administratif, ils n'utilisent pas vraiment. Donc, ce qui fait, heureusement, ils l'ont préservé. On n'a encore que 2 minutes, mais on peut parler au-delà des... On peut arrêter et continuer après. Oui, je vous en prie. Bonsoir, merci pour cette conférence. Je me présente, moi j'ai aucune notion d'histoire. J'ai eu l'occasion un jour de lire un doctorat d'une amie qui a écrit un doctorat sur les Berbères, les Berbères en général, et elle parlait de l'Empire mauritanien. Et là, à vous entendre, vous n'avez rien dit à propos Ça de n'existe ça. pas. L'Empire mauritanien, il faudrait que je l'explique. Le Mauritanie ne veut pas dire le Mauritanie d'aujourd'hui. Non, l'Empire Et qui va de Chelchel jusqu'à la fin du J'ai monde. parlé de la Le Mauritanie. Japon commence à 14h de préférence. Hein. Oui, j'ai parlé de la Mauritanie césarienne et j'ai parlé de la Mauritanie tingitane. J'ai parlé... Sans rentrer dans les détails. Mais j'ai 52 minutes pour faire 6 siècles et demi. Donc je peux rentrer dans les détails. Parce que vous avez dit qu'il n'y avait pas, les historiens ou les chercheurs n'ont pas trouvé de passage. Oui, c'est etc. évident. Et Ça, Et elle, dans sa thèse de doctorat, elle a montré le... non, enfin, je ne sais pas, peut-être si elle a réussi à prouver. Nassira Siddiqui. C'est possible, mon cher ami, mais Oui. moi j'ai lu pas mal d'historiens et pas mal d'archéologues qui ont essayé de trouver un lieu de passage par Oujda, et bien, ils n'ont rien trouvé. Le premier site archéologique romain qu'on a trouvé, c'est de l'autre côté vers comment on appelle la ville algérienne Marnia. Voilà, c'est la premier endroit où on a trouvé des traces romaines. Mais lieu de passage, les historiens rappellent souvent que et moi je me suis personnellement posé la question, je l'avais noté mais je l'ai retiré parce que c'était trop, quels étaient les rapports entre les Berbères à l'époque? C'est une question qui me taraudait l'esprit. Comment ils commerçaient, comment ils se rencontraient, ça a été pour moi une question qui mérite une thèse. On vous remercie. C'était ça en fait ma question. D'être venu. On remercie aussi Arma pour cet exposé très très riche. On se rencontre là-haut pour une petite collation. Merci à vous.